Daniel Simon, je suis très heureux de vous revoir, même si c'est à travers des écrans auxquels nous contraignent les conditions actuelles de la pandémie, des confinements et de l'isolement généralisé. Mais c'est peut-être une bonne occasion de parler de votre dernier livre en date, dont le titre est Position pour la lecture, position au pluriel. Sous-titre Promenade, lecture, écriture, atelier, paru aux éditions Couleurs Livre dans la collection Jeux. La collection Jeux est une collection qui fait parler à la première personne du singulier et c'est un peu à cet exercice-là que vous êtes livré dans ce livre qui, pour moi, dans cette lecture que j'en fais aujourd'hui, je l'avais lu déjà il y a plusieurs mois. Et vous avez fait et je l'ai relu. Magnifique. Et je l'ai relu depuis lors, et il me semble qu'on pourrait cette fois-ci l'aborder à travers certains genres littéraires qui y apparaissent. Je vais en identifier quelques-uns, et puis on va entrer dans le détail. Des aphorismes, des nouvelles, des conseils, des constats, et puis alors une invitation à prendre le train. Je propose qu'on commence par l'invitation à prendre le train, et que vous me disiez en quoi le train est un allié de la lecture. Je venais de parler il y a quelques minutes avec un ami écrivain de haut vol, Kenan Gorgun. Et je lui disais, tu ne te rends pas compte à quel point dans ma génération, le cinéma, la littérature, etc., et notre éducation européenne s'est appuyée sur le train. Nous avons été sur le sol européen. Et puis nous avons vu une génération qui est passée d'un hamburger bar à un autre hamburger bar, 3000 km plus loin. Je caricature parce que, comme le disait Thomas Bernhard, il faut toujours exagérer pour se faire comprendre. Et puis je vois que revient le train. Il y a des promotions pour la jeunesse et le train, etc. Et de plus en plus, il y a des plus jeunes qui me disent à quel point ils aiment le train. On parle de retour des wagons-lits, etc. Et le train, c'est bon, la prose du transsibérien, pour ceux qui aiment Blaise Cendrars, mais c'est aussi la lenteur de l'avance, c'est-à-dire la vie. Passer de Bruxelles à Tokyo en 16 heures, profondément m'inquiète, parce que mon corps n'est pas nécessairement fait pour ça. Et donc, le train me permet, alors vous me direz, c'est difficile d'aller à Tokyo en train. Bon. Mais c'est une image, évidemment. Et donc, le train a en permanence été, pour moi, un des fils rouges européens. Alors moi, je ne vous dirais pas que le train d'aller de Belgique à Tokyo est une démarche impossible. Au contraire, je vous dirais que c'est une démarche qui est plus longue, plus lente et qui permet, et là, j'aimerais que vous réagissiez sur ça, Ouais. qui permet aussi d'être au niveau du sol, c'est-à-dire de pouvoir regarder par la fenêtre et de pouvoir en même temps lire et se plonger dans un autre univers qui ne nous appartient pas et que la lecture peut stimuler, notamment les livres d'aventure que vous évoquez magnifiquement dans votre livre. C'est peut-être ça que j'ai mal dit, cher Jean Genot. Être au niveau du sol nous permet d'en décoller, parce qu'on ne sait pas décoller si on n'est pas sur le sol. Et donc, la lecture dans le train, tous ceux qui aiment lire, on le sait que c'est l'enfance et l'adolescence qui les ont formés. Bien. Et après, c'est un travail, c'est un apprentissage, c'est quelque chose qui est plus difficile. Si on n'a pas eu ce goût-là, et le train, même si je ne le prenais pas systématiquement, mais les films de l'époque, la littérature de l'époque, Tolstoï, les films des années 60, 70, 80, me montrent des trains tout le temps. Et donc, je me suis dit, le train, et puis il y a les trains de la Shoah. Moi, je n'oublie pas que chaque fois que j'entends un train qui passe derrière ma cuisine à Scarbeck, il y a un frémissement qui me rappelle le bruit terrible de Nacht und Nebel, nuit et brouillard. Nuit et brouillard. Hein? Et je ne veux pas jouer le tragique, je dis simplement, c'est inscrit dans l'audition de la scansion de la lecture, le train.
Vous avez évoqué Blaise Sandrard Ouais. et la prose du transsibérien. Là, on pourrait peut-être essayer d'entrer à partir du train, mais aussi à partir des lectures de héros, même si dans le cas d'espèce, c'est l'auteur, Blaise Sandrard, qui est un héros de Bien ses propres aventures qu'il sûr. réinvente. On pourrait évoquer et la poésie du train, mais sortir aussi du train maintenant pour entrer dans ce que sont les livres pour l'adolescent que vous avez été, c'est-à-dire l'adolescent dans la génération des années 50, 60, que représentait à ce moment-là la lecture, et notamment la lecture de livres que l'on dit aujourd'hui de littérature populaire. Échapper à la coercition, échapper à l'effondrement de la liberté. Et quand les années 68, 70 ce sont là, on n'a pas été aux barricades, etc., mais on a senti une sorte d'essoufflement du vieux monde et la littérature était un gage de liberté. Je pense à tellement de livres, à tellement de livres. Alors, vous en citez quelques-uns dans votre Ouais, ouvrage Position de la lecture. Alors, je vais vous les remettre en mémoire. ouais, Bob Moran, ouais, comme personnage, bien sûr, ici les personnages, James Bond, Harry Dixon, Fantomas, Arsène Lupin, ouais, Sherlock Holmes, Le Comte de Monte-Cristo, Les Misérables. Donc, tous ces livres-là sont des livres qui nous parlent à notre génération, parce ils que nous sont sommes de la formateurs. même génération. Ils sont formateurs. Ils sont formateurs et qui ne peuvent pas être remplacés par des livres pour adolescents. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire que j'ai défendu l'idée, et peu importe si on n'est pas d'accord avec moi, évidemment, c'est le propos de la confrontation. Je ne dis pas le débat. La confrontation, c'est que les livres qui ont besoin d'un qualificatif ne font pas partie de la littérature générale. Littérature pour enfants, littérature pour adolescents, ce sont des littératures absolument exceptionnelles, mais qui ont une fonction sociale très précise. Faire entrer dans le corps social, terminer l'élevage, pardon, l'éducation, pardon, l'apprenant. Bon. Je suis un peu ironique parce que nous sommes dans une époque de déficience de vocabulaire de ce point de vue-là. Et donc, tous les livres qui sont faits pour des gens qui ont besoin d'apprendre sont pour moi parmi les plus importants. Mais quand je parlais de la littérature, je disais, et je défends cette idée par rapport à tous mes concitoyens et les Européens et les autres habitants du monde, c'est que le livre de littérature est une invention européenne. Et il est empreint d'une profonde laïcité. C'est-à-dire, il n'a rien à voir avec le pouvoir, avec le religieux, ou avec la morale. Il est là, non pas contre, c'est très simple d'être contre, il suffit de reconnaître pour être contre, mais il est là, comme on dit en politique quand il ne faut pas, un pas de côté. Ils sont un peu de travers. Et la littérature m'a appris, et j'ai appris pendant des années à essayer de transmettre ça. Atelier d'écriture, cours, etc. Édition. Et puis mes propres livres. J'ai essayé de transmettre, c'est écrire ce qu'on appelle la littérature, c'est écrire de l'inattendu. C'est pas écrire de l'attendu. L'attendu, il est nécessaire. La citoyenneté dépasse la littérature. La littérature a une fonction qui est en train de disparaître. Elle est remplacée par d'autres types de récits narratifs. Mais elle ne va pas disparaître. Mais je dis que pour le moment, la littérature est dans une sorte de vague assez difficile. Le moi, le narcissisme l'emporte, etc. Mais ce n'est pas grave. Je me souviens d'une très vieille dame qui était dans un atelier d'écriture que j'animais, très vieille, c'est passé 90 ans. Avant, on est une dame âgée. C'était une très vieille dame. Et elle me dit, Monsieur Simon, c'est la dernière fois qu'elle venait à mon atelier, ne vous inquiétez pas. Si jamais ça disparaît, si on en a besoin, on le réinventera. Je trouvais ça magnifique.
C'est très beau, c'est très beau. Alors, j'aimerais qu'on avance un peu dans mes catégories telles que je vous les ai proposées au Ouais. départ et qu'on entre dans la catégorie aphorisme, parce qu'on en trouve beaucoup que l'on pourrait, qui ne sont peut-être pas conçus comme tels au départ, mais qui à force de concentrer en peu de mots une invitation à la réflexion, deviennent finalement des aphorismes. Et alors, il y en a un aphorisme qui m'a beaucoup séduit, c'est celui dans lequel vous décrivez un peu une des façons que vous avez d'aborder le livre, c'est-à-dire par le hasard des entrées que vous vous donnez. Alors vous écrivez la littérature prise au dépourvu, c'est de cette manière-là de lire, la littérature prise au dépourvu m'excite tellement plus que cette littérature de l'entre-soi qui pullule, littérature de 5 à 7, littérature de mercerie, littérature de crématorium. Alors là, on sent qu'il y a un côté féroce, je dirais, un côté vindicatif, mais en même temps, il y a cette invitation à se laisser prendre, se laisser emprisonner dans le livre en l'abordant de différentes manières, sans avoir de contraintes formelles pour lire. Jean, je ne connais pas un homme ou une femme qui aime un homme ou une femme, qui l'adore, qui l'aime, sans qu'il ne puisse la détester à un certain moment. Et c'est dans la réparation de cette détestation que peut-être l'amour creuse encore plus. Donc je ne peux pas imaginer de me souvenir quand je dis quel est le livre le plus important pour vous? Je dis Robinson Crusoe. Ben, je veux dire là j'ai tout appris. Bon, le racisme, le colonialisme, et aussi comment on se débrouille avec un canif. Bon, il y a des époques où on peut difficilement dire ça. Je crois que la littérature de genre est aussi une littérature fondamentale. C'est celle dans laquelle la plupart des lecteurs non marathoniens, je dirais, retrouvent des repères dans la vie dans laquelle ils sont. Moi, je découvre des romans policiers que je vais lire bientôt, parce que je lis la presse, etc., que je vais lire parce que, ben voilà, quand je lis, je rappelle Kenan Gorgun avec Le Second Disciple, son dernier livre en date, ben, je découvre quand même des drôles de types qui sont nous sommes en train d'être perturbés et je vais faire comme dans les films, je vais couper et voilà. Est-ce que vous avez entendu le bruit? Oui. Oui, on ne coupe pas. De toute façon, on a entendu que vous Voilà, je faisiez pensais par l'avoir coupé. ailleurs en commentant. Je pensais l'avoir coupé. Et donc, je dis, là, il y a des personnages qui sont des personnages qui font partie des hommes de notre époque, de notre genre, etc. Et en même temps, il y en a qui sont djihadistes, d'autres pas, qui sont multi-machins, etc. Moi, ce qui m'intéresse, effectivement, c'est de voir comment se débrouillent les marges. Le centre, je sais comment toujours il se débrouille. Et la littérature, je pense vraiment qu'elle est là dans les marges. Ben, il y a un livre exceptionnel que vous connaissez, qui s'appelle Le barrage contre le Pacifique de Marguerite Duras. Bon Dieu, comment elle a cette idée exceptionnelle de faire que cet héritage du chinois soit des rizières qui vont toujours être inondées. Et elle va faire un barrage. Mais je pense à Ostende. Hein? Bon, évidemment, je pense à tout ce qu'il nous raconte aujourd'hui. Quand je réécoute, que je relis Black et Mortimer et que j'entends leurs réflexions dans SOS Météor sur les pandémies, je me dis, ça y est, il le racontait, mais il ne faut pas être un grand clerc pour savoir que les pandémies accompagnent les hommes depuis longtemps. Donc, la littérature, je réponds à votre question? Oui, mais peu importe si vous y Oui. répondez ou Non, pas. mais Hein. Moi, la question n'est pas importante. non, Contrairement à non, non. vous êtes un intervieweur exceptionnel, Jean. Je le dis vraiment, vraiment, parce que votre écoute pointe toujours. Mais la littérature, moi, ce qui m'a frappé, pourquoi j'ai écrit Position pour la lecture? Parce que j'entends depuis environ 30-40 ans que je travaille comme vous, avec différents métiers que nous avons faits, mais toujours au service de cette transmission. Et nous avons des milliers d'amis.
Et ces milliers d'amis sont ceux qui transmettent toujours cette fameuse lettre dans l'avenir à des gens qu'ils ne connaissent pas. Je pense à Peter Sloterdijk. Et il me semble qu'aujourd'hui, il faut défendre cette lettre qui s'appelle littérature et philosophie. Qu'il faut défendre cette lettre et savoir qu'elle n'a aucune utilité immédiate. Elle permet de faire un pas de deux, de se retrouver dans sa chambre quand on a du chagrin, de comprendre pourquoi notre femme nous quitte ou pourquoi notre enfant est malade, pourquoi, etc., etc. La littérature n'est pas un endroit joyeux, c'est un endroit de joie, c'est très différent. Alors, peut-être qu'on pourrait élaborer un peu plus dans cette direction-là, mais en évoquant un des points centraux de votre livre, celui dans lequel vous associez ou dissociez ou identifiez la fracture qui existe entre lecture et écriture, ou plutôt entre écriture et littérature. Il y a une telle profusion d'écrivains aujourd'hui que finalement, la première des victimes collatérales de cette propension à écrire est sans doute la littérature par défaut de lecture. Et là, c'est une démonstration éclairante que vous faites dans votre livre que j'aimerais que vous nous résumiez ici. Écoutez, je connais quelqu'un qui m'a dit à quel point faire des films était passionnant. Et il faisait des films parce qu'il avait acheté une caméra à 7 000 €. Mais ces films n'étaient vus par personne. Et il faisait des films magnifiques. Je les ai vus. Je vois de plus en plus, donc les moyens de production sont énormes. Il faut quand même rappeler que l'enseignement obligatoire, c'est 120 ans, quoi. Hein. Et que donc, l'alphabétisation a augmenté, même si l'alphabétisme est toujours un scandale de nos systèmes. Et donc, la littérature est cet endroit où on dit des choses qu'on ne peut pas dire. Quand dans mes ateliers d'écriture, par exemple, mais ailleurs, quand j'entends quelqu'un qui me le dit, je dis, si tu veux l'écrire, fais autre chose. Parce que ce que tu peux dire, ça ne sert à rien d'écrire. Qu'est-ce que tu veux dire? Ça veut dire que ce que tu as écrit était dans le bon entendement. Nous sommes d'accord. Ça fait partie de la circulation sociale dans laquelle nous sommes absolument. Nous sommes d'abord soumis à la loi de l'agora. Et nous sommes d'abord soumis à la loi du plus grand nombre respectant les minorités. Et nous sommes d'abord dans le respect de quelque chose qui s'appelle l'humanité. Je ne suis pas sûr que cette phrase soit évidente. Moi, j'y ai trouvé, si vous me permettez, j'en ai trouvé une autre formulation que je vais vous lire Je vous en prie, cher. de votre livre, qui me semble pouvoir préciser davantage ce chapitre-là de votre livre. Vous dites écrire, c'est rétablir avec le R entre parenthèses, donc c'est rétablir ou établir le récit d'une histoire sabordée dont il ne reste que des vestiges engloutis dans les souvenirs et le temps. Un lien va faire remonter une partie de l'épave à la surface de la mémoire dans le récit. Et ce lien, c'est l'imagination. Ouais. Là, je pense que vous définissez encore mieux ce que vous étiez en train de... Merci, Jean. Merci. Je dois à Jean-Pierre Vernant et Pierre Vidal-Daquet, je dois à ces deux grands hellénistes français cette réflexion. Une pièce de théâtre, rappelait-il dans les années 70, quand on disait encore des critiques sur le théâtre, une pièce de théâtre n'est que le vestige englouti d'une représentation. C'est pour ça que c'est très difficile d'avoir des textes du théâtre Renaud qui avaient peu de textes et qui étaient toujours représentés. Je cite Georges Banu. Et donc, la littérature est cet endroit où, revenons à Jean-Pierre Vernant qui dit le rite, c'est la répétition d'un geste pour rappeler le mystère du début qu'on a oublié.
Eh ben, pour moi, c'est ça la littérature. Mm. C'est rappeler comment je te raconte une histoire, comment tu m'écoutes, toi qui vas écouter la séquence de Jean Geniot, comment je peux te raconter que hier, il y avait des files incroyables à la pompe à essence parce qu'ils demandaient de l'eau, il n'y avait plus d'eau, il n'y avait plus de l'essence. Mais c'est pas possible. Ben oui, c'est possible, je t'assure. Et il suffit d'insister un peu, de regarder, et voilà. Et la littérature s'occupe de ça. C'est de rappeler cette sorte de désastre intérieur que nous avons, même au moment où nous sommes les plus heureux, les plus joyeux. Nous savons qu'il y a quelque chose qu'on doit raconter à nos compagnons de vie, à ceux qui... Et donc, comme écrire est devenu une activité comme, comme d'autres activités, et je n'ai aucun mépris. Écrire, pour quelqu'un qui n'écrit pas, c'est un passage fondamental. C'est le passage des Pyrénées pour Hannibal, quoi. Hein. Mais il y a, j'ai dit les Pyrénées, des Alpes, pardon. Je viens de réécrire l'histoire de l'Europe. Il suffit d'un rien. Mais il y a quelque chose qui est fondamental. C'est que les gens qui écrivent, les personnes qui écrivent, sont de plus en plus convaincus, et je le comprends, et je l'admets, et je le soutiens, sont de plus en plus convaincus que c'est une opération essentielle pour elles ou pour eux. Et ça l'est. Mais ça n'a rien à voir avec la littérature. Et je ne parle pas d'une écriture du dimanche, qu'on parle de la peinture du dimanche, de peindre le dimanche. Non, je pense que nous sommes rentrés dans une époque de décollement entre la littérature et l'écriture, parce que l'écriture est un acte de plus en plus d'accélération sociale, d'accélération psychosociale, et que la littérature est un acte de déperdition. Et que pour pouvoir se perdre dans un endroit qu'on semble connaître, il faut le vouloir. Et moi, je ne comprends pas comment on ne raconte pas de plus en plus comme littérature l'émotion des petits-enfants qui, à Pâques, vont chercher des œufs en dessous du buisson de leurs parents qui connaissent parfaitement et qui s'extasient quand ils découvrent les œufs, alors qu'ils savent très très bien, à l'insu de leur plein gré, que ce n'est pas tombé du ciel. Mais c'est peut-être là une définition aussi de la littérature qui Ouais, est, je ne sais plus, c'est d'accord. Coleridge qui disait que la littérature, c'est la décision volontaire et consciente d'abandonner l'incrédulité. Et c'est un peu cette démarche-là qu'ont les enfants devant les yeux de Pâques. Vous l'avez rappelé merveilleusement plusieurs fois, Jean, plusieurs fois, et je vous sais gré de l'avoir rappelé. C'est cette incrédulité qu'il faut rappeler. L'abandon de l'incrédulité. L'abandon de C'est l'incrédulité. l'abandon de l'incrédulité. Voilà. Alors, j'aimerais qu'on aborde maintenant le dernier aspect parce qu'on arrive au terme de l'entretien. Est-ce que je vous réponds comme ça? Oui, absolument, non, tout à fait, tout à fait. Le dernier aspect, c'est l'aspect qui concerne les ateliers d'écriture que vous animez. Alors, ma question n'est pas sur la manière dont vous les animez, mais sur ce qui vous a amené un jour à vous dire j'ai envie d'animer des ateliers d'écriture, alors qu'on connaît la position critique que vous avez par rapport à la pléthore d'écrivains, d'écrivants, de littérateurs que De vous fabricants de phrases, de fabricants de clichés, alors, pourquoi faire des ateliers? de récits moyens. Alors, qu'est-ce qui m'a fait ça dans ma régénération? Bien sûr, c'est les années post-68. C'est-à-dire quand le Théâtre national populaire décidait qu'aller jouer là où les gens se trouvaient, c'était dans les usines. Quand le théâtre pour la jeunesse, pour enfants, comme on disait à l'époque, a décidé de jouer avec la génération d'Herbert Roland, de jouer dans les écoles, là où se trouvent les gens. Et je me souviens d'avoir été dans des écoles à Herstal, dans la région de Liège où j'habitais avant, dans notre ville, etc., où on débarquait avec la même fraîcheur que ce serait aujourd'hui. Il suffit de débarquer devant des jeunes gens avec des profs un peu rassis qui disent « Mais comment avez-vous fait après ?» et je leur répondais toujours « Comme je viens de faire. » Hein, et quand je dis des profs un peu rassis, je ne dis pas tous les profs rassis. Mais les profs rassis font toujours les idiots. Il faut quand même les nommer. Hein, ceux qui ont
1000 difficultés. Oh, j'ai un programme. Le programme est un bouclier ou un levier, disait l'autre. Bon, et donc il y a quelque chose comme ça qui nous a rendu forcenés à pénétrer les écoles. Je cite aussi Jacques Isoard, parce que j'étais liégeois à ce moment-là. Je ne suis pas liégeois, mais j'étais liégeois, qui étaient nos aînés. Et puis voilà. Mais qu'en est-il plus spécifiquement des ateliers d'écriture que vous animez aujourd'hui, dans ce aujourd'hui où on est tellement envahi, entouré d'écrivains? C'est la qualité de la ponctuation, le souffle, et ce que tu viens de dire est trop long. Voilà. Donc c'est quelque chose qui est, si tu veux le dire, dis-le, et alors tu peux être fusillé pour ça, et ça c'est ta responsabilité, ce n'est pas la mienne. Mais si tu veux l'écrire, il s'agit de passer par un code que tu dois apprendre. Et ce code, c'est par exemple, si tu répètes 3 fois non, 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 c'est pas juste. Sauf si tu inventes le genre. Et je rappelle toujours, sauf si tu inventes le genre. Et donc, il y a quelque chose dans les ateliers d'écriture que j'essaie de rappeler. En fait, voilà, c'est l'oreille. C'est l'oreille dans la littérature. La grande oreille, depuis Rabelais, depuis avant, la grande oreille, si tu n'entends pas ce que tu écris, tais-toi. Et si tu n'entends pas ce que tu écris, raconte, mais ce seront des sourds qui t'écouteront. Donc, il y a ça que je dis gentiment, et on se marre, puisque je tiens à garder cette proximité avec vous, chers gens, et on se marre, et on rit, etc., etc. Et puis, je rappelle la littérature à l'estomac de Crével, ou la littérature... de Julien Gracq. Ben oui, pardon, voilà. Merci, j'hésitais tout à l'heure. Vous êtes un très bon rectificateur. Et... de Julien Gracq. Et donc, il y a quelque chose qui fait qu'on doit faire attention. Je disais très souvent, voilà, je réponds à votre question. Si on fait une déclaration à une femme ou à un homme, et qu'on le fait comme Bossuet, on est foutu. Si on fait une rupture comme Bossuet, on est gagnant. Si on fait une déclaration comme Ronsard, on est gagnant. Si on fait comme là, on est foutu. Donc, c'est-à-dire, il y a un rythme de la phrase qu'il faut entendre comme une sorte de chose qu'on substantielle à sa propre respiration. Mais c'est quoi la ponctuation? Je réponds très souvent, eh bien, parle sans faire du son, rien qu'avec le souffle. Bonjour, il y a longtemps que je vous connais, etc. Et quand tu as un bout de souffle, tu mets une virgule. Et quand tu n'en peux plus, tu mets un point. Très bien. Daniel Simon, on est obligé d'arrêter. Et je le regrette, Jean Joliot. C'est bien trop long. Mais j'aimerais terminer par une phrase que j'ai adorée, moi qui suis grand-père depuis peu. Ce sont les lectures de l'enfance qui creusent le puits. Après, ça coule de source. Et je propose sur cette phrase de vous remercier pour ce très stimulant livre, Position pour la lecture. C'est autant de nouvelles, d'aphorismes, de pensées, de réflexions, mais ça se lit d'une traite et on y revient parce que on l'ouvre à n'importe quelle page, on aime retrouver. Un grand timide, j'essaie de répondre comme ça, mais je vous remercie pour votre entretien. Merci Daniel Simon, et puis alors à très bientôt pour le. À très bientôt.